Je suis Christian Page. Lorsque les croyances dans le surnaturel dérapent, les conséquences peuvent être mortelles. Bienvenue dans Crimes occultes. Nous sommes à Llanfair, sur l'île d'Anglesey, au pays de Galles. Le 25 novembre 2001, vers midi, une bénévole du service de repas à domicile, le Guynedd Council's Meals on Wheels, se présente à la résidence de Mabel Layson, une veuve de 90 ans. Personne ne répond. En faisant le tour de la maison, elle découvre qu'une des vitres de la porte arrière a été brisée. Suspectant quelque chose de grave, elle contacte la police de North Wales. Lorsque l'agente Alison Hughes et ses collègues arrivent sur place, la bénévole est toujours là à faire les 100 pas. Elle explique que tous les dimanches, Madame Layson se fait livrer son repas du midi. En pointant le fond de la cour, elle explique avoir découvert ce qui semble être des traces d'effraction. Les policiers prennent le relais. Rien n'aurait pu les préparer à une telle scène de crime. La constable Hughes est la première entrée dans le bungalow. Le verre, à l'intérieur, indique en effet que la fenêtre a été brisée de l'extérieur. Elle annonce sa présence, mais tout est silencieux. Le corridor donne immédiatement sur la salle de séjour. Elle aperçoit aussitôt Madame Layson. La vieille dame est assise, dos à elle. En contournant le fauteuil, elle découvre toute l'horreur de la scène. Mabel Layson a été éventrée. Son agresseur lui a ouvert la poitrine. Ses vêtements et son fauteuil sont saturés de sang. Devant elle, sur la moquette, 2 tisonniers en laiton ont été placés en croix et, de part et d'autre, 2 chandeliers dressés. Les jambes de la victime présentent 3 coupures profondes. Sur le manteau de la cheminée, une bougie rouge est entièrement consumée. À droite, les policiers notent un plat en argent sur lequel on a déposé une soupière maculée de sang. Dans le récipient, il y a un objet enveloppé dans du papier journal. Mis à part cette scène macabre, il n'y a aucun indice suggérant un vol. La seule motivation du tueur était apparemment d'assassiner Madame Layson et de se livrer à ce rituel macabre. Une cérémonie occulte qui, pour l'heure, laisse les policiers sans voix. Les experts en scène de crime, le CSI, débarquent à leur tour. Ils y resteront 12 jours. Le colis enveloppé se révèle le cœur de Madame Layson. Plusieurs empreintes digitales, autres que celles de la nonagénaire, sont relevées, mais aucune ne correspond aux fiches signalétiques de la police. On relève aussi une empreinte de chaussure ensanglantée, dont le motif distinct est très visible. Sur le rebord de la vitre brisée, les enquêteurs prélèvent des gouttes de sang. L'assassin s'est probablement coupé en s'y glissant pour entrer dans la maison. Enfin, sur le pourtour de la soupière, les techniciens identifient des marques de lèvres. Tout porte à croire que l'assassin a non seulement saigné à blanc sa victime, mais qu'il a récupéré son sang pour le boire. Un acte d'une dépravation innommable. À la morgue d'Anglesey, le légiste, le docteur Brian Roger, confirme que la victime a été poignardée à 22 reprises, principalement dans le dos. Son assaillant l'a d'abord attaqué par derrière. L'entaille à la poitrine fait 20 cm de long sur 20 cm de large. L'assassin a utilisé un couteau tranchant, comme ceux que l'on trouve dans toute bonne cuisine. Contrairement à une première impression, il n'avait aucune connaissance médicale. Il s'est simplement saisi du cœur et en a tranché les artères. Les coupures au mollet ont sans doute été faites post-mortem
pour drainer le sang de la victime. Ces constats, ajoutés aux empreintes de lèvres sur la soupière, confirment ce que les policiers d'Anglesey soupçonnaient depuis le début. Leur assassin est un vampire. Même si la police se montre avare de commentaires, le meurtre de Mabel Layson est rapporté dans la presse. Dans le petit village dortoir de Lanfair, qui compte moins de 3000 habitants, la plupart des gens se connaissent et personne n'ose croire qu'un tel monstre puisse vivre parmi eux. Et encore, les gens ignorent tous des détails les plus troublants du crime. L'inquiétude se répand d'un bout à l'autre de l'île d'Anglesey. Les commerçants voient leurs ventes de cadenas, de serrures renforcées et de systèmes d'alarme augmenter, particulièrement chez les personnes âgées. L'enquête est confiée à Alan Jones, du département des enquêtes criminelles de la police de North Wales. Le détective demande une totale discrétion à ses policiers, insistant sur l'importance de ne rien révéler à la presse des détails sordides de l'affaire. Aux médias, le superintendant Jones se contente de dire que Mabel Layson a été assassinée dans d'horribles circonstances, les pires qu'il ait vues en 25 ans de carrière. Sur la foi des indices colligés sur la scène de crime et du rapport pathologique, Alan Jones est persuadé que l'assassin connaissait sa victime. Qui plus est, en consultant un psychologue légiste, il est d'avis que son suspect est un jeune homme animé par des fantasmes occultes et vampiriques, qu'il a assassiné Mabel Layson pour boire son sang et qu'il y a de fortes chances pour qu'il récidive bientôt. Sur le terrain, on interroge les proches de la victime. La vieille dame était bien connue des habitants de Lanfair. Elle vivait seule depuis la mort de son époux, le docteur William Layson, un vétérinaire local. Elle n'avait pas d'enfant. Malgré des problèmes d'audition et une mobilité réduite, tout à fait normaux pour une vieille dame de 90 ans, elle demeurait tout à fait autonome. On ne lui connaissait aucun ennemi. Elle avait peut-être la réputation d'être pointilleuse et acariâtre, mais rien n'aurait pu présager, voire justifier, de sa mort violente. En épluchant les registres téléphoniques, les enquêteurs découvrent que le samedi après-midi, la veuve a téléphoné à des amis dans la région de Myerside, dans le nord de l'Angleterre. Ses correspondants assurent que Mabel était alors de bonne humeur et ne semblait nullement préoccupée. Cette information, couplée au rapport d'autopsie du Dr Roger, confirme que la nonagénaire a bel et bien été assassinée dans la nuit du samedi au dimanche. Faute d'indices supplémentaires, le superintendant Jones réunit une équipe composée de 66 policiers. Leur mandat est d'interroger tous les habitants de Lanfair. Passant de porte en porte, comme des recruteurs d'électeurs, ces agents veulent savoir si quelqu'un a vu quelque chose d'inhabituel le soir du meurtre. Si quelqu'un connaît des gens qui auraient pu en vouloir à Mme Layson et, plus subtilement, vérifier l'alibi de tout un chacun pour la soirée du 24 novembre. Malgré cette initiative, l'enquête piétine. Le meurtre de Mabel Layson intéresse aussi Crime Watch UK, une émission de télévision hebdomadaire présentant des reconstitutions de crimes non résolus. La police d'Anglesey, le North Wales Police Department, accepte d'y participer. Pour la première fois, les autorités révèlent les détails occultes du crime. L'inspecteur Jones évoque certains éléments sensationnels, mais évite de trop insister sur les aspects vampiriques. Il souligne que l'assassin, un homme, selon les gouttes de sang trouvées au domicile de la victime, est sûrement un résident de Lanfair, qu'il n'en est peut-être pas à sa première offense,
et qu'il y a de fortes chances pour qu'il soit connu pour ses intérêts pour la sorcellerie et le surnaturel. Le suspect, ajoute l'agent Jones, est un solitaire qui souffre de troubles mentaux. Si ce portrait semble familier à quiconque, insiste le policier, il faut contacter les forces de l'ordre. La police annonce aussi qu'elle songe à faire des prises d'échantillons d'ADN auprès de tous les villageois de Landfair. L'émission est diffusée le jeudi 20 décembre 2001. Les habitants de Landfair, surtout les gens du troisième âge vivant seuls, sont choqués par ces détails horribles. Dans les jours qui suivent, plus de 200 personnes contactent la ligne dédiée. Un nom revient à plusieurs reprises. Matthew Hardman. Il s'agit d'un adolescent de 17 ans vivant à quelques maisons de Madame Layson. Il a d'ailleurs été interrogé par la brigade du porte-à-porte. Il s'est montré aimable et coopératif. Il a expliqué que le soir du meurtre, il était avec son ami David Lamb. Même si ce Matthew Hardman ne ressemble en rien au comte Dracula, les enquêteurs décident de faire quelques vérifications. Ils découvrent vite un jeune homme particulièrement troublé. Matthew Hardman naît en octobre 1984 à Hamlooks, dans le nord de l'île d'Anglesey. Son père, Paul, est maçon et sa mère, Julia, infirmière. Ce sont des gens de conditions modestes et appréciés. Le couple divorce peu de temps après le 8e anniversaire de Matthew. Malgré qu'il demeure avec sa mère, tout comme ses deux sœurs aînées, il continue à voir son père toutes les semaines. Leur relation est excellente. En 1998, sa mère et son beau-père, Alan Benneworth, un ancien policier pour le ministère de la Défense, déménagent à Landfair. La même année, Paul Hardman décède subitement d'une crise d'asthme aigu. Matthew, âgé de 14 ans, est dévasté. À l'école, il se révèle un étudiant médiocre. Il souffre de dyslexie. Il doit suivre des cours de rattrapage, ce qui lui vaut d'être perçu comme un cancre auprès de ses collègues de classe. À 16 ans, il quitte l'école secondaire pour le collège Menai à Bangor, à 10 km de Landfair. Il s'inscrit à des cours de design et d'art. Il est séduit par l'artiste mexicaine Frida Kahlo. Il complète un semestre. Il travaille aussi comme aide-cuisinier et chasseur au Carrack Brand Hotel. Il fait également un peu d'argent en livrant des journaux à Landfair. L'une de ses abonnées est Mabel Layson. À quelques reprises, il a d'ailleurs maille à partir avec la vieille dame qui se plaint de son service. C'est à cette époque qu'il se découvre deux intérêts, le cannabis et le macabre. Il fume chaque jour et dévore tous les magazines qui lui tombent sous la main traitant d'occultisme et de vampirisme. L'un d'eux offre même un mode d'emploi sur comment démembrer un corps et le manger. Le concept de l'immortalité le fascine. Il passe de longues heures derrière son ordinateur à consulter ad nauseam des sites en ligne. Son seul véritable ami est David Lamb, un étudiant chinois rencontré à l'école d'art de Bangor. Ensemble, ils fument du cannabis et parlent de leurs fantasmes. Lamb, qui participe à un programme d'échange d'étudiants, habite une maison de chambre près du pont suspendu de Menai. Quand il ne travaille pas, les deux garçons y passent la plupart de leur temps libre. C'est à l'occasion de l'une de ces visites que Lamb lui présente Anna Hassler. L'étudiante allemande de 16 ans est elle aussi inscrite à un programme d'échange. La jeune femme loue une chambre à la pension sur le même palier que celle de l'étudiant chinois. Comme elle partage également un intérêt pour le gothique et l'univers des vampires,
Matthew y voit de facto une nouvelle confidente. Le 23 septembre 2001, Hardman lui confie que le village de Landfair est un endroit idéal pour un vampire. Une grande partie des habitants sont des gens âgés et la mort de l'un d'eux ne susciterait guère d'intérêt. « Qui se soucierait du décès d'un vieillard ?» questionne-t-il. Aussi étrange que cela puisse paraître, ses propos ne choquent pas. L'adolescente pense à une forme de jeu de rôle inspirée de films ou de séries télé, comme Entrevue avec un vampire ou Buffy, tueuse de vampires. La situation prend une tournure plus inquiétante lorsque le même soir, Hardman frappe à sa porte. Sans méfiance, elle le laisse entrer. Prétextant que son ami David, dans la chambre voisine, est occupé, il revient sur leur conversation de l'après-midi. Le ton monte. Hardman l'accuse d'être une vampire. Il lui demande de le mordre au cou. Par cette morsure, dit-il, il pourra accéder à l'immortalité. L'adolescente refuse. Il la pousse sur le lit et se jette sur elle, appuyant son cou contre sa bouche. « Mords-moi, mords-moi !» lui ordonne-t-il. Anna réussit à se libérer et crie à l'aide, alertant David Lamb, son voisin de palier, et la tenancière de l'établissement. Lorsqu'ils font éruption dans la chambre de l'adolescente, Matthew se tient au milieu de la pièce, les yeux hagards. Il est dans un état second. La propriétaire lui demande de quitter la maison sur le champ. Matthew refuse. Il se frappe violemment sur le nez et, lorsqu'il commence à saigner, il souille ses doigts et les agite sous le nez des témoins. « Sentez mon sang !» répète-t-il. Il est dans un état d'agitation extrême. Son ami, David Lamb, ne le reconnaît plus. Il essaie de le calmer, mais en vain. Avant que les choses ne s'enveniment, la tenancière contacte la police. Le sergent Peter Nicholson, du commissariat voisin de Llangefni, est dépêché sur place. Matthew est toujours là, à déambuler dans la maison, le visage couvert de sang. L'agent Nicholson lui demande de se calmer et de quitter les lieux sans faire d'esclandre. Mais l'adolescent refuse. Le policier n'a d'autre choix que de le menotter et de l'amener au poste. En route, Hardman lui demande de le mordre au cou. Une requête pour le moins inhabituelle et saugrenue. Au poste de Llangefni, Matthew est écroué, le temps de se ressaisir. 1 heure plus tard, il se confond en excuses. Il explique qu'il avait fumé du cannabis et qu'il a complètement disjoncté. Comme personne ne souhaite porter plainte, Matthew est relaxé sans aucune accusation. Il rentre chez lui, mais cet épisode n'a fait qu'ajouter à son désir d'immortalité. Le 24 novembre, 1 mois après l'incident avec Anna Hassler, Matthew est seul chez lui. Sa mère et son beau-père ont décidé de prendre un week-end en Angleterre et ses sœurs aînées n'habitent plus avec eux. Il passe donc sa journée à lire des magazines sur l'occulte, à consulter des sites en ligne et à fantasmer sur l'immortalité. Le soir venu, il juge que l'heure de sa renaissance a sonné. Dans la cuisine, il choisit un couteau à lame étroite, enfile des gants et part en chasse. En ce samedi soir, la plupart des habitants de Landfair ont tiré leur volet, si bien que personne ne remarque cet adolescent qui remonte la rue Longpant. Arrivé devant la maison de Mabel Leeson, il ouvre le portail et se glisse dans la cour. En approchant de la fenêtre de la salle de séjour, il devine un téléviseur allumé. Même à distance, il peut entendre le son de l'appareil. La vieille dame a des difficultés d'audition et met toujours le son au maximum. Sur la pointe des pieds, il fait le tour de la résidence. La porte arrière arbore 2 grandes vitres superposées
d'environ 45 cm sur 45 cm chacune. Matthew se saisit d'un galet d'ardoise qu'il lance au travers du carreau inférieur. Pendant quelques minutes, il reste dans l'ombre. À l'intérieur, rien ne bouge. Madame Layson n'a rien entendu. Comme un voleur, il se faufile à l'intérieur en passant par la fenêtre brisée. Couvert par le son du téléviseur, il s'approche par derrière, le couteau à la main. Il poignarde rapidement la vieille dame qui n'a rien vu venir. Elle tente de se relever, mais l'adolescent se place devant elle et la frappe au cœur et à la poitrine. Mabel Layson s'effondre inconsciente. L'un des coups portés au cœur s'avère mortel. La nonagénaire décède quelques minutes plus tard, victime d'une hémorragie interne. L'heure du rituel a sonné, même si l'adolescent reste incertain du rituel à accomplir. Saisissant sa victime à bras-le-corps, la vieille dame mesure à peine 1,50 m et lui 1,80 m, Matthew la déplace sur un autre fauteuil, face au foyer. Il prend 2 tisonniers en laiton qu'il dispose en croix devant la victime. Il place 2 chandeliers à bougie unique sur la moquette de part et d'autre du fauteuil. Il allume ensuite une autre chandelle placée sur le manteau du foyer. Utilisant le même couteau qu'il a employé pour poignarder la nonagénaire, l'adolescent lui ouvre la poitrine, y plonge la main et en retire le cœur qu'il détache d'un coup de lame. Il enveloppe l'organe dans les pages d'un journal qui traîne sur une table. Il fait ensuite des incisions au mollet de la victime et tente d'en boire l'hémoglobine. Mais le cœur, ne pompant plus le sang dans l'organisme, l'écoulement est lent, presque du goutte à goutte. Il lui faudra être patient. Matthew se rend alors dans la cuisine, où il trouve une soupière qu'il ramène dans la salle de séjour. Il y dépose les pieds de Madame Layson. La gravité fait son travail. Après de longues minutes, la soupière contient plusieurs millilitres de sang. L'adolescent la soulève, la porte à ses lèvres et en boit le contenu. Une fois vide, il y dépose le cœur enveloppé dans le papier. Son rituel achevé, il quitte les lieux en passant par la porte arrière. Il laisse dans le corridor une empreinte de chaussure ensanglantée et, sur la poignée, une empreinte partielle. Preuve qu'il a retiré ses gants durant son stupre sanglant. Comme si de rien n'était, il rentre chez lui. Je suis Christian Page. Bienvenue dans Crimes occultes. Le lendemain midi, à peu près à l'heure où l'agente Allison Hughes découvre le corps mutilé de Mabel Layson, Matthew Hartman prend son petit déjeuner. Comme il a encore la maison pour lui tout seul, sa mère et son beau-père ne rentreront qu'en soirée. Il compte bien revivre en fantasme ses souvenirs de la veille. Ce dimanche 25 novembre, il ne se présente pas non plus pour son quart de travail au Carrick Brand Hotel. Un oubli qui éventuellement va se retourner contre lui. Au lendemain de la diffusion de l'émission Crime Watch UK, les enquêteurs reçoivent des centaines d'appels. Plusieurs les invitent à se pencher sur le cas d'un certain Matthew Hartman, un adolescent habitant à moins de 500 mètres de la résidence de feu Madame Layson. En consultant leur dossier, les enquêteurs découvrent que le dit Hartman a déjà été interrogé par la brigade du porte-à-porte. Questionné alors sur ses faits et gestes pour la soirée du 24 novembre, l'adolescent avait répondu l'avoir passé en compagnie de son ami David Lam. Vérification faite, l'étudiant chinois est catégorique. Le soir du 24 novembre, il travaillait. Sa carte de pointage en fait foi. Le week-end en question,
Il a d'ailleurs travaillé les 2 soirs et n'a pas vu Matthew Hartman. L'alibi de l'ancien camelot prend du plomb dans l'aile. Au gré de leur vérification, les enquêteurs sont aussi informés de l'étrange incident survenu le 23 septembre précédent. Cette fameuse soirée où Hartman s'est jeté sur Anne Nassler en la suppliant de le mordre au cou. Demande réitérée à l'agent Peter Nicholson de la brigade de Llangefni. Au su de ces événements, l'adolescent se retrouve de facto en tête de liste des suspects. Muni d'un mandat de perquisition, le superintendant Jones et ses hommes débarquent au domicile du couple Hartman-Benneward. Julia, la mère, est sous le choc. Comment peut-on suspecter son fils d'être lié à ce crime sordide? Matthew est un garçon aimable, poli et avec un grand sens de l'humour. Il n'a rien à voir avec ce monstre soupçonné d'avoir assassiné Madame Layson. L'adolescent, quant à lui, se montre calme et détaché. Il répète qu'il s'agit d'une erreur. Et pourtant... Dans la poche de son blouson, les enquêteurs trouvent un couteau à lame étroite de 20 cm qui pourrait bien avoir servi à éventrer Madame Layson. Ils saisissent aussi une paire d'espadrilles dont les semelles présentent un dessin qui n'est pas sans rappeler cette trace trouvée sur la scène de crime. Les agents prélèvent aussi ses empreintes digitales et son ordinateur personnel. L'étau se resserre. Au laboratoire médico-légal de Londres, le FSS pour Forensic Science Service, les techniciens découvrent sur le couteau, à la jonction de la lame et du manche, des résidus de sang, celui de Mabel Layson. Les espadrilles sont clairement celles portées par l'assassin et les empreintes digitales relevées au domicile de la victime sont bien celles de Matthew Hartman. L'analyse du contenu de son ordinateur révèle des centaines de fichiers consacrés à la sorcellerie et au vampirisme. L'historique montre également que le jour du 24 novembre 2001, il a passé une partie de la journée à consulter des sites dédiés à ces thématiques occultes. Le 7 janvier 2002, Matthew Hartman est arrêté. Au quartier général de la police de North Wales, à Caernarfon, l'adolescent feint de ne rien comprendre. Il jure ne pas être allé chez Madame Layson le soir du meurtre. Il maintient, en dépit des déclarations de David Lamb, qu'il a passé la soirée du 24 novembre en compagnie de son ami. Quant au matériel découvert dans son ordinateur, là encore l'adolescent minimise son intérêt. Il ne connaît rien à l'occulte et n'a jamais vraiment été intéressé par ces histoires de vampires. Ce n'était qu'une curiosité passagère, jure-t-il. Il admet toutefois s'être intéressé au concept de l'immortalité et que son intérêt pour les vampires n'était qu'un dérivé de cette curiosité. À l'issue de ces discussions, le superintendant Jones l'informe qu'il sera formellement inculpé pour le meurtre de Mabel Layson. L'adolescent reste de marbre. Il demande simplement « Puis-je avoir un Big Mac et des frites ?» Entre-temps, des tests ADN réalisés au laboratoire de médecine légale de Chorley, à l'ouest de Manchester, en Angleterre, confirment que le sang retrouvé sur le rebord de la fenêtre brisée chez Madame Layson est bien celui de Matthew Hartman. En attente de son procès, l'adolescent est transféré dans un centre de détention pour jeunes. Au quotidien, il est poli et affable. Il ne montre aucun signe d'inquiétude ni de remords. À l'un des conseillers psychologiques de l'endroit, Chris Kennelly, il confie même que cet épisode est la chose la plus excitante qui lui soit jamais arrivée. Le 16 juillet 2002 s'ouvre le procès de Matthew Hartman devant la cour royale de Mold, à 2 heures de route de Landfair. Durant toute sa détention préventive, l'accusé n'a cessé de clamer son innocence, et ce, en dépit des preuves accablantes. Devant le juge,
il continue de maintenir qu'il n'a rien à voir avec le meurtre de Mabel Leyson. Les débats sont ouverts. Je suis Christian Page. Bienvenue dans Crimes occultes. Le procureur, maître Roger Thomas, commence par mettre le jury en garde sur les aspects particulièrement sordides de l'affaire. Il précise que par souci d'humanité, il ne lui présentera que des éléments qu'il juge essentiels à la compréhension du crime et à la culpabilité de l'accusé. Quoi qu'en dise Hartman, il compte bien démontrer que l'adolescent est bien celui qui s'est introduit chez Mabel Leyson au soir du 24 novembre 2001, qu'il est celui qui lui a arraché le cœur et bu son sang, que son crime était planifié et que le choix de sa victime arrêté. Une victime qu'il connaissait d'ailleurs pour avoir été pendant 3 ans son camelot. Rien à voir avec un malade mental agissant sur un coup de tête. Son mobile, devenir immortel. Hartman, d'insister maître Thomas, croyait en l'existence des vampires. Il croyait qu'ils s'abreuvaient de sang et, plus important encore, qu'ils jouissaient de l'immortalité. Et Matthew voulait être immortel. Ce qui a sans doute débuté comme un intérêt bizarre est devenu une obsession, une idée fixe qui l'a ultimement conduit au meurtre. C'est vrai que le dossier de l'accusation est étoffé. Il y a d'abord cet incident survenu dans la pension étudiante en septembre 2001. Anna Asler, qui depuis est rentrée en Allemagne, vient détailler l'agression. En larmes, elle explique qu'elle était terrifiée à cause de son regard lunatique. D'un même souffle, elle ajoute qu'elle se sentait aussi responsable à cause de toutes ces choses qu'elle lui avait dites à propos des vampires et qui s'étaient mêlées dans sa tête. Elle rapporte aussi les étranges confidences de Hartman, lui qui disait que Lanfair était un village idéal pour un vampire, que l'endroit comptait son lot de vieillards et que personne ne s'inquiéterait de la mort de l'un d'eux. L'agent Nicholson de la brigade de Langefni, qui est intervenu pour mettre fin à l'altercation, confirme la version de la jeune femme et ajoute que Hartman lui a demandé également de le mordre. Si le superintendant Jones de la police de North Wales avait publié plus rapidement les détails occultes du meurtre de Madame Leyson, déplore-t-il, nul doute qu'il aurait fait le lien avec Matthew Hartman. Maître Thomas souligne aussi que Hartman a menti lorsqu'il a prétendu avoir passé la soirée du 24 novembre 2001 en compagnie de son ami David Lamb. Il ajoute que le lendemain du meurtre, l'accusé ne s'est pas non plus présenté au travail sous prétexte qu'il avait oublié. Mais qui oublie d'aller travailler? Questionne le procureur. Que dire aussi de cet intérêt pour le macabre? Une fascination révélée par son propre ordinateur. Et s'il n'y avait que cela, déplore-t-il, on pourrait toujours douter de la culpabilité de Matthew. Mais les preuves médico-légales racontent une autre histoire. Le motif des semelles de ses chaussures, d'un modèle très peu répandu, des Levi Trainers, correspond à l'identique à une trace découverte dans la maison de la victime. L'accusé a peut-être réussi à en faire disparaître le sang en les passant à la machine à laver, mais cela n'a pas changé le dessin des semelles, ni la pointure. Il y a aussi l'arme du crime, retrouvée dans une poche de son blouson chez lui. Ce couteau correspond non seulement aux blessures infligées, mais il était souillé de l'ADN de la victime. Un expert de la police parle aussi des traces de sang découvertes sur le rebord de la fenêtre brisée et dont la signature ADN correspond à celle de Matthew Hartman. Les chances que ces gènes soient ceux de quelqu'un d'autre sont d'1 contre 73 millions. Ajoutez à cela ses empreintes digitales découvertes sur place, conséquence de son imprudence à retirer les gants qu'il avait pourtant pris soin d'enfiler en partant de chez lui.
Maître Thomas consacre un long moment à décrire dans ses moindres détails le rituel qui a suivi la mort de la vieille dame. Rien n'est laissé au hasard. Les tisonniers en croix, les chandelles, le cœur enveloppé et la soupière pleine de sang. Le procureur souligne que le récipient présentait des traces de lèvres. Certes, ces marques ne sont pas aussi significatives que des empreintes digitales, mais les experts sont d'avis qu'elles ont été laissées par l'accusé. Durant cette énumération, les jurys ne quittent pas des yeux l'adolescent qui reste impassible, comme s'il était au-dessus de ses préoccupations. À ce stade, l'avocat de la défense doit faire preuve de beaucoup d'imagination pour renverser la vapeur. Maître Robin Spencer rappelle que son client nie, depuis le début, être impliqué dans ce crime et qu'il a un alibi pour le soir du 24 novembre 2001, quoi qu'en disent le procureur et les enquêteurs de la police. Il insiste sur le fait que son client a plutôt bonne réputation à Lanfair, qu'il n'est pas ce weirdo décrit par la couronne, que ses passe-temps sont ceux de milliers d'adolescents, les jeux vidéo, la télévision, la musique populaire et les magazines. Matthew Hardman, admet l'avocat, consommait peut-être du cannabis à l'occasion, mais cela n'en fait pas pour autant un assassin. Quant à sa fascination pour les histoires de vampires, l'occulte et la magie, insiste Maître Spencer, n'est-elle pas une passion commune à des millions d'adolescents? En droit britannique, l'avocat de la défense n'est pas tenu de faire témoigner son client dans une affaire de meurtre. C'est également vrai au Canada et aux États-Unis. Il est même déconseillé de le faire. L'accusé risque d'être mis à mal en contre-interrogatoire, une situation qui pourrait lui être très défavorable aux yeux des jurés. Pour des raisons nébuleuses, Maître Spencer choisit quand même de faire témoigner Matthew Hartman. Confiant, l'adolescent prend place dans le box des témoins. Il se montre impassible. Il répète qu'il n'a rien à voir avec la mort de Mabel Layson et qu'il n'a jamais mis les pieds à l'intérieur de sa maison. Si son ADN a été trouvé sur les lieux, c'est qu'il y a forcément eu contamination au laboratoire de la police. Idem au sujet du sang de la victime découvert sur son couteau. Ce sont les techniciens du laboratoire médico-légal qui sont à blâmer, pas lui. Pour ce qui a trait à l'épisode survenu dans la pension étudiante et l'agression sur Anna Hassler, il reconnaît les faits, mais accuse le cannabis de lui avoir fait perdre la tête. Sa défense est ridicule et ne convainc personne. Après 2 semaines d'audition, le juge, l'honorable Justice Richards, adresse ses recommandations aux jurés. Il leur demande de ne pas se laisser distraire par les intérêts macabres de l'accusé et sa fascination pour les vampires. Après tout, insiste le magistrat, Matthew Hartman n'est pas le seul adolescent à s'intéresser à cet univers gothique. Ils doivent se concentrer uniquement sur les preuves. Les jurés mettront à peine 4 heures pour arriver à un verdict unanime. Coupable. Le 2 août 2002, le juge, qui n'a aucune sympathie pour l'accusé, le condamne à la prison à vie, assujetti d'une période de sûreté de 12 ans. Le juge déclare « Vous avez été reconnu coupable par le jury, et ce sur la foi de preuves accablantes. La nature horrible de ce meurtre est claire pour tous. C'était une agression vicieuse contre une vieille dame dans sa propre maison, aggravée par des mutilations corporelles post-mortem. Tout cela était planifié et calculé. Pourquoi avez-vous agi ainsi? Cela reste incompréhensible. J'en conclus néanmoins que cette notion de vampirisme était devenue pour vous une quasi-obsession, que vous étiez persuadé que ce mythe avait une part de vérité et que vous étiez persuadé que vous pourriez acquérir l'immortalité en buvant le sang d'une autre personne. Cette perspective exerçait sur vous
une irrésistible attraction. Cela peut paraître incroyable, et c'est pourtant la conclusion à laquelle j'en suis arrivé. J'aurais aimé avoir une explication psychologique pour vos agissements, mais je n'en ai aucune. Vous espériez l'immortalité. Hélas, la seule chose que vous avez tirée, c'est la mort brutale d'une autre personne et une sentence de prison à vie pour vous. Au moment où son fils prend la route des cellules, Julia Hartman, présente durant les 14 jours du procès, lui crie du haut de la tribune qu'elle l'aime et qu'elle continuera de se battre pour prouver son innocence. Sur les marches du tribunal, le superintendant Alan Jones, le responsable de l'enquête, se dit pour sa part satisfait. Les preuves contre l'accusé, explique-t-il, découlent d'une enquête minutieuse menée autour de la personnalité de Hartman lui-même, du travail professionnel des experts du laboratoire médico-légal et d'un examen minutieux de la scène de crime et du lieu de résidence de l'adolescent. L'enquêteur ajoute que durant les 16 heures qu'a duré son interrogatoire en tête-à-tête, l'adolescent n'a jamais manifesté la moindre compassion pour Madame Layson. En raison de son âge, il n'a pas encore 18 ans, Matthew est de facto transféré dans un centre de détention pour jeunes, la prison d'Alcourse. Il s'agit d'une prison privée pour jeunes contrevenants située dans le quartier de Fazakerley à Liverpool, dans le Merseyside, en Angleterre. Éventuellement, le vampire d'Anglesey, comme le surnomme la presse, sera transféré au pénitencier à sécurité maximum de Doncaster, dans le South Yorkshire. Malgré les preuves accablantes présentées à son procès, il continue de clamer son innocence. En 2003, à 2 reprises, Hartman a demandé à la Cour d'appel de Londres de surseoir à sa condamnation, alléguant que le juge n'aurait pas dû autoriser en preuve l'épisode de l'agression survenu en septembre 2001 à la pension étudiante. Par l'entremise de son conseiller juridique, Michael Strain, il explique que cet incident, sans lien avec la mort de Mabel Layson, a donné de lui un portrait négatif au juré. Sa demande est rejetée. En 2015, après avoir passé 12 ans derrière les barreaux, il présente une demande de libération conditionnelle. La demande lui est refusée. Le comité de révision, ayant jugé son refus de reconnaître son crime et son absence de remords comme des freins à sa remise en liberté. En août 2023, la Commission des révisions des causes criminelles annonce qu'elle se penchera sur le dossier du vampire d'Anglesey pour s'assurer qu'il n'y a pas eu erreur judiciaire. La Commission refuse toutefois de commenter les éléments qui l'ont incité à rouvrir ce dossier. La condamnation de Matthew Hartman étant une peine d'incarcération à vie, l'assassin de Mabel Layson pourrait bien finir ses jours en prison, s'il meurt un jour. Je suis Christian Page. Bienvenue dans Crimes occultes.